Bonjour messieurs, mesdames. Donc je vais vous parler de la désescalade de l'antibothérapie. Je vais vous présenter des données récentes qui ont été publiées et puis je vais vous présenter les résultats d'un essai randomisé qu'on vient de finir. Alors je le dis d'emblée, hein, si vous aimez les choses simples, ça va pas être simple, et si vous aimez le blanc ou le noir, on va être dans le gris. Hein. Donc le contexte, c'est globalement l'augmentation de l'incidence des bactéries multirésistantes et il faut qu'on lutte contre ça. Et on peut lutter contre ça avec des politiques de prévention, lavage des mains, les précautions de contact, l'isolement. Tout ça a été plus ou moins bien validé. Et puis il y a ce que les anglo-saxons appellent, alors j'ai mis des années à comprendre ce que ça voulait dire, le stewardship de l'antibiothérapie. Je n'avais jamais compris. Finalement, après longtemps, je me suis aperçu que c'était en fait le rapport, le meilleur bénéfice entre l'efficacité individuelle et la réduction des résistances. Stewardship, ça couvre ce mot. Et finalement, c'est ça qu'on va chercher. C'est la meilleure antibiothérapie, c'est-à-dire la meilleure antibiothérapie entre l'efficacité pour le patient que j'ai devant et puis le moindre impact pour les patients qui l'entourent. Alors, la désescalade fait partie de ce stewardship, c'est un des éléments de ce stewardship. Et globalement, c'est défini par l'adaptation des antibiotiques aux résultats bactériologiques obtenus sur les échantillons prélevés lors de l'instauration du traitement probabiliste pour sepsis. C'est une définition qui est assez vague, qui mériterait qu'on travaille dessus, et il y a notamment Jean-Ralph qui travaille dessus. Le but de tout ça, finalement, c'est la réduction de la pression de sélection. On utilise moins d'antibiotiques à large spectre, on réduit les coûts, et puis il faut que tout ça soit fait sans qu'il y ait de conséquences délétères pour le patient, donc une absence d'impact clinique. Globalement, la conduite qui est préconisée par les recommandations depuis longtemps, c'est un traitement probabiliste large spectre, et en termes de statistiques, on dirait une sensibilité maximale, c'est-à-dire que c'est les chalutiers là, qui raclent le fond et qui prennent tout. Et puis après, une fois qu'on a la bactérie, antibiothérapie ciblée, et là on va mettre juste l'antibiotique qu'il faut, et là la spécificité doit être maximale. Donc on passe d'une sensibilité maximale initialement à une spécificité maximale. C'est quelque chose qui est largement admis dans les recommandations, avec un fort niveau de recommandation. Donc ça, je vous présente trois sociétés différentes qui ont validé ça. C'est d'abord la 5e conférence de consensus, l'avant-dernière conférence de consensus commune entre la SFAR et la SRLF, qui date de 2008, j'espère qu'il y en aura d'autres bientôt, et qui dit qu'il faut pratiquer une désescalade d'antibiothérapie pour prévenir l'émergence de germes résistants et probablement pour diminuer les infections nosocomiales. La Surveillance Sepsis Campaign dit qu'il faut désescalader, que l'antibiothérapie doit être réévaluée en vue d'une désescalade, et l'IDSA préconise elle aussi la désescalade d'antibiothérapie basée sur les résultats de la culture. Alors tout ça est basé sur de nombreuses études, hein, c'est pas un hasard. Il y a de nombreuses études qui ont toutes la même caractéristique, c'est qu'elles sont toutes observationnelles et toutes rétrospectives. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des données fiables, hein. On y a participé à notre tour, mais ça veut dire que c'est des données qui génèrent des hypothèses et que des hypothèses, et qu'on ne peut jamais baser une conduite définitive, quoique rien n'est définitif, hein, sur une hypothèse. Alors, est-ce que c'est une recommandation qui est bien passée? L'adhésion à la recommandation est d'environ 40 à 60%. On avait fait une enquête un jour avec le groupe Azurea qui montrait, le résultat est là, qui montrait que la confiance à cette recommandation était de 60% dans les 66 unités qu'on avait investiguées, auditées. Et puis là, c'est le groupe de Jean-Louis Vincent qui montrait, avec un algorithme de management, que leur antibiothérapie était désescaladée chez 43% de leurs patients. Ce qui reste plus difficile à appréhender, c'est le pronostic et l'impact clinique de cette pratique. Et récemment, il y a 2 papiers qui ont été publiés dans Intensive Care Medicine, journal que je vous recommande fortement de lire. Un papier espagnol qui a regardé la désescalade dans un fort collectif, 403 patients,
et qui trouve que globalement, chez les patients chez qui on a désescaladé l'antilothérapie, même chez ceux chez qui elle a été appropriée de façon probabiliste, meurent moins que les autres. C'est un résultat qui est, je trouve, tout à fait surprenant. C'est un résultat qu'on a du mal à conceptualiser, mais globalement, on peut pas tout conceptualiser. Hein. Mais c'est un résultat qui est assez étonnant. Donc là, dans ce papier, la désescalade est un facteur protecteur pour la survie. Étude observationnelle rétrospective. Étude qu'on a fait avec Jamel Mokhar, ici présent, sur des patients neutropéniques. On a testé de façon prospective, mais c'est une étude observationnelle, la désescalade. Et dans ce papier, on a pris vraiment toutes les conditions, on a pris toutes les sécurités possibles. On ne trouve pas de différence en termes de mortalité chez les patients chez qui on a désescaladé par rapport à ceux chez qui on n'a pas désescaladé. Ces données, j'en suis sûr. Je peux les certifier. Il n'y a absolument pas de différence en termes de mortalité. Et parmi les patients qui sont sortis vivants de l'hôpital, la durée d'antibiothérapie en réanimation est prolongée chez ceux chez qui la désescalade a été réalisée. D'accord ? Donc ça, ce sont des patients bien particuliers. Hein. Ce sont des neutropéniques. Donc dans cette étude, on montre la faisabilité de la désescalade chez un groupe quand même très exposé que sont les neutropéniques. On montre qu'il n'y a pas d'effet en termes de pronostic sur la survie. Par contre, il y a plus d'utilisation d'antibiothérapie sur la durée dans le groupe désescalade. Donc globalement, on a une recommandation qui est forte, hein, vous avez vu, c'est le niveau 1B, donc c'est du fort. Dans la recommandation française, c'est il faut, c'est pas il faut probablement, c'est-à-dire que vous êtes obligé de désescalader si vous suivez la recommandation, et vous devez la suivre. Hein. Je suis vraiment là pour vous le dire. L'impact, c'est sur l'écologie, c'est sur le coût, c'est un bénéfice qui est collectif, c'est une vision collectiviste de la médecine par rapport à l'absence de désescalade. On peut ne peut pas désescalader. Si vous allez simplement en Amérique du Nord, dans beaucoup de centres, on ne désescalade pas parce qu'il y a un risque d'erreur, parce qu'on s'interroge sur la pertinence du prélèvement. Et il y avait Michel Drancourt là, et moi j'ai été élevé dans le laboratoire de Didier Raoult, et pour lui c'est stupide de suivre un prélèvement trachéal pour désescalader, pour adapter son traitement, hein, parce qu'il ne fait pas confiance. Et puis c'est un bénéfice au niveau individuel, c'est toujours un petit risque. Et finalement, dans la littérature, ce ne sont que des études observationnelles, la plupart sont rétrospectives, dont le niveau de preuve est bas. Et puis l'impact sur le pronostic, on voit qu'il y a 2 études publiées en 2014 qui donnent des résultats totalement différents. J'ai eu la chance de relever un papier de la Cochrane. Vous savez, la Cochrane, c'est ce groupe de méthodologistes qui se pose une question et qui répond par la littérature. Et la conclusion de la Cochrane sur la désescalade dans le sepsis grave, c'était qu'il n'y a pas de preuve adéquate pour savoir si la désescalade est efficace et sûre pour les adultes ayant un sepsis grave ou un choc septique. Et il faut encourager les chercheurs à tester la désescalade avec des essais rigoureux, c'est-à-dire randomisés. Donc ça, c'était la première avait eu lieu en 2010 et la seconde a eu lieu en 2013. Et ça reste toujours vrai. Donc, on s'est dit, avec notre groupe, qu'il fallait faire un essai rigoureux, donc prendre des patients en sepsis grave, prélever, c'est la première chose. Si on n'a pas de prélèvement, on ne peut pas désescalader. Hein. Faire de l'antibiothérapie probabiliste, large spectre la plupart du temps. Une fois qu'on a identifié la bactérie, avoir un antibiogramme assez rapidement. Et puis une fois qu'on a cet antibiogramme, randomiser les patients. Un groupe, on poursuit l'antibiothérapie probabiliste. Un groupe, on désescalade. D'accord ? Un dessin très simple. Il n'y a pas de protocole, c'est pragmatique, c'est la vraie vie. On n'est pas allé dire aux gens, il faut faire la dose, il faut aller voir dans les tissus. C'est à peu près l'inverse du topo de Fabio. C'est de la vraie vie, pragmatique. On désescalade dans un groupe, on garde l'antibiothérapie large spectre dans l'autre. On s'est beaucoup interrogé sur l'hypothèse de notre travail à choisir, et donc on a décidé que la désescalade dans le sepsis grave ne devait pas être inférieure, donc non inférieure, en termes de durée de séjour, et on a pris un cut-off, une limite à 2 jours, pour que ce soit cliniquement pertinent, à l'antibiothérapie classique large spectre. On pourra revenir là-dessus, on a choisi ça, il fallait faire un choix. Hein. Donc l'objectif primaire, ça a été
une durée de séjour non inférieure, avec un cut-off à 2 jours pour que ce soit non inférieur. Et puis on a calculé le nombre de patients à partir des données de l'antibiothérapie dans les études précédentes. Et on a calculé qu'il fallait 51 patients par groupe pour avoir une puissance à 80%. Les objectifs secondaires, la mortalité, la durée de ventilation mécanique, les défaillances d'organes, les récidives, tout ça. On a fait ça en multicentrique dans le groupe Azurea avec 9 centres universitaires, un centre d'investigation clinique de l'hôpital Nord dont on parle beaucoup finalement, et avec l'aide de l'unité de méthodologie de l'université Aix-Marseille. Les critères d'inclusion, c'est du sepsis grave. Forcément, pour faire la désescalade, il fallait avoir un prélèvement qui revenait positif. Il fallait avoir fait une antibiothérapie dans les 6 premières heures pour pas avoir des mauvaises pratiques. Et puis, il fallait que le traitement pivot soit approprié, parce que si on a un traitement inapproprié, forcément, ça ne marche pas. On a exclu les SARM parce qu'on voulait travailler essentiellement sur les bêta-lactamines. Et puis, on a donné des tableaux indicatifs, mais il n'y avait pas de protocole, donc c'est du soin courant, et les gens maniaient l'antibiothérapie comme ils voulaient. On avait un contact téléphonique au moment de la randomisation pour savoir ce qu'ils avaient fait et pour savoir vers là où ils voulaient aller. Donc dans le groupe qu'on va appeler continuation, parce que c'est pas le groupe standard, on a reproché ce terme, c'est pas le groupe standard, donc le groupe de continuation, l'antibiothérapie complémentaire, c'est-à-dire l'aminoside ou le fluoroquinolone, était prescrit pour 3 à 5 jours. L'antibiothérapie dirigée contre le SARM était laissée au désir du prescripteur. Et puis il y avait un maintien de l'antibiothérapie pivot. Ce que j'appelle l'antibiothérapie pivot, ça va être la bêta-lactamine. Dans le groupe des escalades, dès que le patient était randomisé, on arrêtait l'antibiotique complémentaire, on arrêtait l'antibiotique contre le SARM, et on diminuait le spectre d'antibiotique pivot vers la molécule qui semblait la plus serrée sur la bactérie identifiée. On a inclus 120 patients, 60 dans chaque groupe, et puis on a exclu 3 dans le groupe continuation et 1 dans le groupe des escalades pour des problèmes de curatelle. Ça, c'est la répartition des patients dans les différents centres. Donc tous les centres ont joué le jeu, et je les remercie. Et il n'y a pas eu d'effet centre particulier. Nos patients, c'était des hommes à 65%, la moitié était rentrée en réanimation pour une cause médicale, le score SOFA était à 6,4, une comorbidité principale était l'HTA et le diabète. Ils ont été inclus en général 3 jours après le début du sepsis grave. Donc la randomisation avec l'antibiogramme a eu lieu 3 jours à partir du début de l'antibiothérapie. Et les facteurs de risque chez ces patients d'avoir une bactérie multirésistante étaient présents dans 80% des cas. Alors on n'a pas forcément toujours de la chance dans la vie. Et les deux groupes ne sont pas tout à fait équivalents sur l'âge et sur le score IGS, ce qui est une petite catastrophe quand on se fait une étude, mais bon, il faut l'accepter. Et ça, c'est le type d'infection. Donc on a eu la moitié après de pneumonie, et puis après un tiers d'urine, d'infection intra-abdominale. On a des hémocultures positives chez 30% des patients, ce qui est normal vu le design de l'étude. Et puis après des infections du tissu ou des cathéters beaucoup plus rares. Il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes pour ça. Les pathogènes qu'on a identifiés, sur lesquels on a désescaladé, sont dans ce tableau-là. Globalement, c'était réparti équitablement entre les deux groupes. Il n'y avait pas eu de déséquilibre au niveau des BLSE, des choses comme ça. Et puis ça, ce sont les traitements qui ont été utilisés. Alors comme vous pouvez le voir, finalement, dans les deux groupes, avant la désescalade, c'est essentiellement des isotonopénicilline qui sont employés, beaucoup de carbapénem dans le groupe des escalades, des C3G dans le groupe des escalades, et notamment des C3G, enfin dans les deux groupes, 10% antipio. Et quand on désescalade, finalement, on a désescaladé franchement, puisque quand on regarde, c'est de l'amoxicilline dans 20% des cas, de l'augmentin dans 25% des cas, des pénièmes dans 10% des cas, et puis là, c'est essentiellement de la ceftriaxone dans 30% des cas. Donc c'est de la vraie désescalade qui a été faite dans le groupe des escalades. Donc l'objectif était sur la durée moyenne de séjour. Alors la durée moyenne de séjour dans le groupe continuation, c'était donc le groupe où on a gardé l'antibiothérapie, était de 12 jours.
Donc on se pose la question, est-ce qu'il y a une différence supérieure ou inférieure à 2 jours? Et en fait, dans le groupe désescalade, la durée de séjour en réanimation a été de 15 jours. Donc la différence est supérieure à 2 jours. Donc d'un point de vue statistique, on ne peut pas conclure que les deux groupes sont équivalents et que donc la non-infériorité n'est pas obtenue. Ce résultat est toujours vrai quand on ajuste pour la gravité et pour l'âge. Donc la non-infériorité n'est pas obtenue, donc on ne peut pas dire que la désescalade est équivalent à la poursuite de l'antibiothérapie probabiliste. En termes de séjour hospitalier, par contre, il n'y a pas de différence, 30 jours dans les deux groupes. En termes de mortalité à J90, vous voyez que les courbes se croisent, donc on ne peut rien dire, mais globalement, il n'y a pas de différence. On a ajusté là aussi sur l'âge, on a ajusté sur le score IGS2, on a ajusté sur le score et l'âge, et globalement, ça ne ressort pas, il n'y a pas de différence de mortalité entre les deux groupes. On a regardé le nombre de réadmissions dans chaque groupe, le pourcentage. Alors il y avait 33% de patients réadmis dans le groupe désescalade et 7% de patients réadmis dans le groupe où on a poursuivi l'antibiothérapie probabiliste. Le petit p est à 0,1, donc ce n'est pas significatif. Ensuite, on a regardé les différences en score de SOFA à J8 et à l'admission. Et là, le petit p est à 0,25 chez les patients qui étaient encore là à J8. On a regardé le nombre de jours d'hospitalisation en réanimation sans catécholamine. Et là, il n'y a pas de différence significative. Et puis, on a regardé le nombre de jours en réanimation sans ventilation mécanique. Et là, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. On a regardé la durée d'utilisation des antibiotiques pendant tout le séjour en réanimation. Et là, il y avait une différence significative en défaveur du groupe désescalade avec des durées prolongées dans le groupe désescalade qui était aux alentours de 15 jours, alors que l'autre groupe était aux alentours de 11 jours. Alors en fait, la durée d'antibiothérapie initiale, celle qu'on met pour le premier épisode, est identique dans les deux groupes, elle est d'environ 8 jours quand on a les datas. Le nombre de jours d'antibiocyanique utilisé est réduit dans le groupe désescalade. Le nombre de jours de carbapénème ou d'antisarm est identique dans les deux groupes. Donc qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est le traitement d'un nouvel épisode infectieux pendant le séjour en réanimation, avec à peu près 25% de nécessité de réintroduire l'antibiothérapie pour un nouvel épisode dans le groupe désescalade, alors qu'il n'y en a que 11% dans le groupe où on continue l'antibiothérapie probabiliste. Alors on a distingué si c'était la même bactérie pour savoir si c'était un échec de traitement, approcher ça de façon a posteriori. Et finalement, il semble plutôt que ce soit des épisodes dus à des nouvelles bactéries qui ont été traitées. Ça, c'est les foyers infectieux des récidives, enfin le récidive ou le nouvel épisode, donc le poumon dans la plupart des cas, un peu les urines et puis quelques cathéters. Et ça, ce sont les bactéries qui étaient responsables, qui étaient retrouvées chez les patients qui avaient fait un nouvel épisode infectieux. Et alors là, vous avez des bactéries, c'est difficilement interprétable. Les nombres sont réduits, mais il ne semble absolument pas qu'il y ait plus de BLSE, par exemple, dans un groupe que dans l'autre. D'accord ? Donc il ne semble pas qu'on ait un impact écologique de la désescalade. On n'a pas eu de diarrhée à Clostridium difficile, donc c'est pas exploitable. On avait fait des écouvillons à différents temps, mais finalement on n'a eu pas beaucoup de résultats, pas beaucoup de positivité, c'était pas très exploitable. On a regardé le nombre de patients chez qui on avait réescaladé après l'inclusion. Et finalement, on a réescaladé chez 14-15% des patients qui étaient inclus dans le groupe désescalade, ce qui est un peu plus que ce qui est reporté dans la littérature, dans toutes les études observationnelles. La réescalade, c'est 5%, donc on avait plus de réescalade que ce qui était prévu. Mais finalement, on escalade aussi dans le groupe où on continue l'antibiothérapie, on réescalade quand même tout le temps. Enfin, il y a 10% des patients à peu près où l'antibiothérapie est changée pour élargir le spectre. Et on a fait une analyse de sous-groupe finalement chez les patients chez qui l'antibiothérapie n'avait pas été réescaladée, en se disant là, ce sont des succès de la désescalade. Là, tous les résultats sont NS, mais les tendances restent les mêmes. Vous voyez, avec des petits P à 0,09, probablement liés à un manque de puissance.
Il y a plein d'imitations à notre étude, et ça, je sais que vous allez tous les discuter. Hein. On est champion du monde pour discuter l'imitation ici. Il n'y a pas d'aveugles, donc ça a impacté sur les durées. Hein. Il y a des gens qui ont... Alors chez moi, par exemple, dès qu'il y avait un patient qui était dans un groupe large spectre, ben, on arrêtait le plus tôt possible pour arrêter les dégâts. Et puis il y avait des endroits où, quand on avait désescaladé, on durait un peu plus longtemps parce qu'on voulait être plus sûr. Donc ça a dû jouer. On a traité du sepsis grave au total. Peut-être que si on prenait que de la PAVM, que des infections intra-abdominales, ça changerait terriblement la donne. Mais je me refuse, tant que ce ne sera pas demandé, à faire des analyses de sous-groupes avec des groupes minuscules. Il n'y avait pas de protocole strict. C'est un essai pragmatique. C'est la vraie vie. On n'a pas dit aux gens, vous devez faire la bonne dose au bon moment. Ça, je m'en fous. Ce que je voulais savoir, c'est ce qu'on voulait vraiment savoir, c'est si dans la vie de tous les jours, il y avait un risque pour les patients quand on désescaladait. Le design entre la non-infériorité versus la supériorité, ben, ça pourrait plus se discuter. On n'avait pas encore les datas qui sont sortis sur les datas de l'équipe espagnole, hein, notamment. Mais donc, on a choisi une non-infériorité. On a énormément discuté de l'objectif primaire sur la durée en réanimation. Moi, ça me semblait pertinent. À certaines personnes, ça me semblait complètement ésotérique. On n'a pas bien mesuré l'impact écologique, mais pour mesurer l'impact écologique, il faudrait beaucoup, beaucoup plus de patients. Et puis, la définition de la désescalade, ça reste très, très débattu, et ça manque de consensus. Donc, en bref, la non-infériorité n'a pas été obtenue. Il n'y a pas d'impact sur la mortalité, ça c'est rassurant. Il n'y a pas d'impact sur les fonctions d'organes, ça c'est rassurant. Il y a plus de récidives et plus d'exposition aux antibiotiques. Et il y a une diminution d'antibiothérapie large spectre. Donc, ça prolonge, pour l'instant, c'est associé à une prolongation du séjour. C'est probablement dû à de nouveaux épisodes infectieux. Il n'y a pas d'impact en termes de survie. Je crois qu'il y a vraiment la nécessité de faire un essai très large avec beaucoup de patients pour revoir ces données. Ça souligne en tout cas les limites de toutes les études observationnelles qu'on peut avoir et de toutes les certitudes qu'on peut avoir basées sur des observations et non pas sur des faits. Et puis la conséquence en routine, je crois qu'il ne faut pas révolutionner ces pratiques sur la base d'un seul essai qui inclut 120 patients, surtout pas. Il faut juste le prendre comme un point d'interrogation et puis analyser peut-être, nous, depuis qu'on a ces résultats, on est plus prudent dans la désescalade, certes, on se jette moins dessus, mais on continue quand même le procédé. Voilà. Je vous remercie tous les co-investigateurs, tous les gens qui ont inclus les patients. Il y avait d'Alain Lepape à Samir Jaber, hein, et puis il y avait une grosse assistante technique derrière, qui est nommée là, et puis tous les gens qui me supportent au quotidien dans l'AREA, parce que je ne suis pas toujours facile. Merci bien. Au revoir.